Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Meeting. Le sportif que j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui est un vrai passionné de son sport. Il a remporté de nombreux titres dans sa carrière, notamment 2 ligues mondiales et un championnat d'Europe. Il est aussi considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Meneur d'hommes sur et en dehors du terrain, laissez-moi vous présenter le passeur et capitaine de l'équipe de France de volley, Benjamin Tognuti. Salut Benjamin, comment tu vas? Bonjour, ça va, super, nickel. Ok, bah écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors toi, t'es né le 30 octobre 1989 à Mulhouse, donc dans le Haut-Rhin. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance justement Est-ce que t'as tout de suite joué au volley ou t'as touché un peu à d'autres sports avant Euh, c'est vrai que en Alsace, je suis né à Mulhouse et mes parents étaient tout de suite dans un petit club qui s'appelle Fastat, qui est un club qui est à côté de Mulhouse. Mon père a été président du club pendant très longtemps. Ma mère était secrétaire du club. Ils s'occupaient des jeunes dans le club. Ils entraînaient les benjamins, les poussins, enfin les minimes, etc. Donc vraiment, depuis tout petit, j'étais dans les salles et c'est vrai que c'était un petit peu le samedi après-midi. On me voyait dans la salle toute la journée, en train de jouer à chaque temps mort contre le mur. Le soir, je restais pour le match des adultes. Donc voilà, j'ai passé, on va dire, mon enfance dans la salle et c'est vrai que je pense avoir eu ma première licence à 5-6 ans. Donc j'ai joué très très jeune au volley et sans savoir vraiment que j'allais faire cette carrière, mais en tout cas j'ai joué très jeune. Et après oui, j'ai fait un petit peu de badminton en UNSS quand j'étais au collège, mais le volley est toujours resté un petit peu on va dire mon premier sport quoi. C'est là où je passais le plus de temps quoi. D'accord, ouais, justement, j'avais recueilli les propos de tes parents, ton père, donc Mauricio, qui disait quand Benjamin a fait ses premiers pas sur les parquets, il avait 7 ans. Depuis, il n'a cessé de jouer et s'entraîner. Et ta mère, Cathy, qui avait dit quand il était petit, le plaisir que l'on pouvait lui faire, c'était de lui acheter un ballon. Dans le couloir de la maison, il installait une ficelle et jouait au volley, il en a cassé des lustres. C'est vrai ça du coup? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle plus des Luscafé, mais c'est vrai on jouait avec mon frère et ma sœur qui sont plus âgés que moi dans la maison, soit la laisse du chien, enfin on trouvait n'importe quoi pour faire un filet ou une corde entre deux meubles, à l'entrée pour créer un espèce de mini terrain de volley et on jouait, voilà, c'était limite des vrais matchs, etc. Et on se donnait comme ça, quoi, c'était cool. D'accord, ouais, donc c'est vraiment l'environnement familial que t'as fait que t'es tombé dans le volley. C'est pas forcément des potes à toi qui t'ont donné envie de jouer ou c'est vraiment Non, la c'est famille. ouais, c'est l'environnement familial, la famille, mes parents, même s'ils n'ont pas joué à haut niveau, mais ils ont toujours été passionnés de volley. Ils ont donné beaucoup pour le club, pour les jeunes, même encore maintenant, ils s'occupent des jeunes, etc. Donc c'est tout cet amour pour le volley qu'avaient mes parents et qu'ont mes parents, qui m'a fait aimer ce sport et justement commencer jeune, quoi. D'accord. Mais justement, on va revenir un peu sur ta carrière en club et en équipe de France. Donc toi, t'as fait tes débuts dans le club de Fastat. Du coup, t'as commencé en 96 le volley. Donc t'avais 7 ans. Ouais, ça doit être ça à peu près. Ouais, 6-7 ans, ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà, t'as joué là-bas jusqu'en 2005. Est-ce que t'as des bons souvenirs de tes premiers pas dans le volley dans ton club formateur du coup? Oui, 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 bah forcément, c'est les souvenirs des compétitions départementales, régionales. Quand on arrive à être champion du département, déjà, c'est quelque chose de bien quand on est jeune. On va se mesurer les premiers voyages, entre guillemets. On va jusqu'à Strasbourg, c'est 1 heure pour faire les compétitions régionales. Les premières sélections aussi départementales, donc les meilleurs joueurs du département, les sélections régionales aussi. Euh, les premiers voyages en France avec les Coupes de France jeunes où on sait que c'est des moments voilà, particuliers pour un jeune dans son développement, dans les premières nuits à l'hôtel avec une équipe, etc. C'est des moments où on s'en souvient. C'est quand on a 12 ans, 10-12 ans, eh ben c'est des bons moments voilà, je m'en souviens. C'est cool.
T'es assez vite repéré, on va dire, puisqu'en 2005, tu intègres le CNVB, le Centre National de Volleyball. Donc, c'est une structure de la Fédé, en fait, qui accueille les meilleurs joueurs français, donc des catégories cadets, donc des moins de 19 ans, et juniors, moins de 21 ans. Donc là, tu intègres ce Centre National de Volley. C'était difficile, du coup, de quitter ton club formateur et d'aller un peu, de commencer à titiller un peu enfin, prétendre au moins à titiller le haut niveau. C'était dur dans le sens où j'ai fait un an de pôle espoir à Strasbourg où déjà j'étais la semaine en internat et je rentrais le week-end chez mes parents. Donc ça a été une première étape. Et en fait, normalement, on fait 2 ans ou 3 ans de pôle espoir avant d'aller au CNVB pour les meilleurs. Et en fait, je suis allé au CNVB un an après le pôle espoir. Donc je suis arrivé au CNVB avec un an d'avance. Donc j'étais le plus jeune. On était trois mecs nés en 89, mais on était avec la génération 86, 87, 88, donc ils étaient plus vieux que nous. Donc c'était un petit peu dur parce que c'était la première fois que je partais aussi loin de chez moi et que j'étais un petit peu pas encore livré à moi-même parce que on était en internat, mais je rentrais plus le week-end, quoi. Donc je rentrais tous les 2 mois, 2 mois à peu près chez mes parents, donc c'était un petit peu plus dur à gérer, mais bon, je m'entraînais tellement motivation, tellement l'envie de progresser, parce que aussi j'étais en retard par rapport aux autres, vu que j'étais le plus jeune, etc. J'ai d'autant plus travaillé, et puis ça s'est bien passé. Mais est-ce que du coup, dès cette époque-là, toi, ton rêve, enfin ton objectif, c'est de faire du haut niveau ou tu sais pas encore, tu te cherches un peu Bah, quand on rentre au CNVB, c'est sûr qu'on envisage d'intégrer une équipe pro après. Maintenant, c'est pas forcément sûr, comme les joueurs de foot qui rentrent dans des centres de formation, c'est pas sûr à 100% qu'ils vont devenir pro, mais bien sûr que l'objectif c'était ça. Après, à quel niveau, etc., ça, j'avais aucune idée. Ça dépendait de ma progression et des opportunités qu'il y aurait après, mais bien sûr que c'était un objectif quand on rentre au CNVB. et est-ce que tu avais une issue de secours au cas où, imaginons s'il se passait quelque chose, une blessure ou tout simplement voilà que tu n'arrivais pas à atteindre ce Bah, niveau, tu avais une issue. J'ai toujours été un élève assez correct. Après, sans plus, quoi. J'ai toujours été très, très passionné du volley. Vraiment. Je m'intéresse beaucoup à tout dans le volley, à l'entraînement, à la formation, à la tactique, voilà, à tout maintenant, encore un peu plus, par exemple, à tout ce qui est mental, etc. Donc, je m'intéresse vraiment à tout dans le volley. Donc quand j'étais au CNVB, eh ben, j'ai fait mes 2 premières années un BEP électrotechnique que j'ai eu. Et ensuite, quand j'ai eu 18 ans, eh ben, j'ai tout de suite demandé, avec l'aide de la fédération et justement des personnes qui s'occupaient du CNVB, d'avoir la possibilité de passer des diplômes d'entraîneur, quoi. Donc j'ai passé des diplômes d'entraîneur déjà à 18 ans, quoi. Quand j'étais au CNVB, encore en tant que joueur, quoi. J'ai passé mes formations donc c'était plus dans, on va dire, l'attente de 18 ans, j'ai fait quelque chose et après, ben, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'aimerais travailler dans le volet, quoi. Ok. Ok. Et alors, pendant ton aventure au CNVB, tu commences aussi l'équipe de France chez les jeunes. Donc Oui. en 2006, vous êtes finaliste au championnat d'Europe des moins de 21 ans. Oui. En 2007, tu gagnes, enfin tu es champion d'Europe des moins de 19 ans. Et en 2008, tu gagnes les championnats d'Europe des moins de 21 ans. Est-ce que ça, c'est aussi des souvenirs très très marquants dans ta carrière? Les premiers pas en équipe de France, même si c'est pas l'équipe de France A, ça reste quand même les premiers pas chez les Bleus. C'est toujours quelque chose de top. La première fois que tu reçois ta dotation, ton premier maillot avec ton nom, avec le drapeau, enfin, c'est des moments que tu t'en souviens. Ma première compétition, comme tu l'as dit, eh ben, ça a été avec à l'Euro moins de 21 ans. C'était avec la génération d'au-dessus. Donc j'ai fait le championnat d'Europe avec la génération d'au-dessus, qui était la génération 87-88. On avait perdu contre la Russie en finale. Et ensuite, on a gagné avec ma génération, du coup, en cadet et en junior, le championnat d'Europe. Donc avec la génération 89-90, on a gagné l'Euro junior et l'Euro cadet, et aussi une médaille de bronze au championnat du monde cadet.
Donc oui, ça a été des bons moments, les premiers longs voyages, les premières compétitions où il y a un peu de public. Voilà, tout ça fait que tu t'en souviens. Et surtout quand tu gagnes des médailles. C'est sûr. Alors après, tu signes pro hein, au club de Arago de Sète. Donc en 2009, tu signes pro et tu vas faire 4 saisons là-bas. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 belles saisons là-bas où vous faites des très belles places en Ligue A, donc la ligue professionnelle de volley? Que du positif, beaucoup de positif. Le seul point négatif, c'est le titre qui manque. Le titre qui manque après 4 ans, ce petit titre, parce qu'on s'arrête souvent en demi-finale, en demi-finale de championnat. Mais que du positif dans le sens où mes premiers pas, on va dire, dans le monde pro, dans un monde complètement différent du monde de la formation, où si on perdait au CNVB le samedi, et ben, le lundi, oui, il y avait une petite réunion pour dire qu'est-ce qui allait pas, mais c'était pas dramatique. En club pro, c'est différent. Quand tu perds, eh ben, t'as des gens qui investissent, t'as des collectivités qui mettent de l'argent. Voilà, c'est différent. Le monde pro est complètement différent. Donc tout cet apprentissage il a été top pendant 4 ans. Une équipe jeune, une équipe qui m'a aidé à me développer, un entraîneur qui a aidé à me développer, un environnement qui a été très très bénéfique pour moi et je me sentais bien là-bas et c'est pour ça aussi que maintenant ma vie elle est à 7, ma maison elle est à 7, voilà, quand je rentre de l'étranger, eh ben, j'habite à 7 parce que je me suis fait des amis, parce que c'est un club voilà, je reste attaché à ce club et donc vraiment que des bons souvenirs. Et durant ces 4 saisons à 7, tu commences aussi à jouer en équipe de France. Là, pour le coup, la vraie équipe de France, l'équipe de France A. Tu fais tes premières sélections en 2010. Tu vas avoir pas mal de campagnes hein, durant ces 4 saisons. Euh, Comment dire, de 2010 à 2013, on va dire, les résultats sont un peu moins bien que maintenant, on va dire. Moyen. Voilà, plutôt moyen. En 2010, vous faites par exemple 11e au championnat du monde en Italie, 12e en Ligue mondiale en Argentine. En 2011, 12e en Ligue mondiale en Pologne, 7e au championnat d'Europe. En 2012, 7e aussi, vous ne vous qualifiez pas pour les JO de Londres. Et en 2013, donc 10e en Ligue mondiale en Argentine. Par contre, vous faites 5e en championnat d'Europe au Danemark et en Pologne. Est-ce que, au fur et à mesure des années, tu te dis, ouais, il y a quelque chose dans cette équipe, vraiment. On peut faire un truc, quoi. Oui, oui, forcément. Après, en 2010, c'est particulier parce que on arrive sur un groupe un peu mixte, en fait, dans une ancienne génération, une nouvelle génération qui arrive, La transition. euh, la transition, etc. Donc c'est vrai que les résultats, ils n'ont pas été top. Je pense que la nouvelle génération, on n'était pas forcément prêt à ce niveau-là, bah voilà, au niveau international du moment, quoi. Donc il fallait aussi un peu de temps. Et c'est vrai qu'après, ben, ces 3 ans, ils ont été forcément durs sur le point de vue résultat, surtout la non-qualification au jeu, parce que ça reste quand même une chose qui te marque dans une carrière. Mais par contre, je pense qu'elle nous a fait gagner de l'expérience. Et c'est vrai qu'en 2013, on a commencé à sentir un petit peu la progression et aussi le fait de pouvoir commencer à battre des grosses équipes, comme même si à l'Euro, on ne fait pas de médaille en 2013, mais on bat la Pologne en Pologne. On bat le Brésil aussi au Brésil en Ligue mondiale. Donc on sent que ça commence un petit peu à tourner. Et c'est vrai qu'après, on a commencé à prendre confiance et à avoir des meilleurs résultats. Et justement, en 2014 aussi, vous faites 4e, donc au pied du podium au championnat du monde en Pologne. Et de 2013, toi, à 2015, tu vas changer 3 fois de club. Donc tu vas aller en Italie au PRC Ravenne de 2013 à novembre 2014. Ensuite, tu pars en Russie de novembre à décembre 2014. Puis en Allemagne au FVB Friedrichshafen, donc de février 2015 à juin 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ces changements de club là en 2 ans, ces trois Bah, en changements? fait, j'avais signé un contrat de 2 ans après 7, j'avais signé un contrat de 2 ans à Ravenne, qui avait un projet de construire une équipe jeune pour le futur un petit peu.
Et donc la première saison, on a fini 5e de la saison après les playoffs pour la Coupe d'Europe. Donc on a fini 5e de la saison, donc c'était assez positif. Et la deuxième année, après, donc du coup, il y a eu l'Euro, le Championnat du Monde 2014 entre-temps. Et du coup, après Championnat du Monde, mon statut a un petit peu changé, entre guillemets. C'est que j'avais fait un bon Championnat du Monde. J'ai recommencé la saison à Ravenne. Et même pas un mois et demi après le début de la saison, il y a Kazan qui avait une possibilité de prendre un étranger à la passe, du coup. Et du coup, ils ont négocié un rachat de contrat avec Ravenne. Et donc, j'ai pris cette opportunité qui pour moi était importante à ce moment-là, parce que Kazan, on connaît tous Kazan, pour le volley, c'est le club le plus titré quasiment dans le monde, qui a gagné énormément de Ligue des Champions, etc. Donc je suis allé à Kazan, mais en fait, j'ai eu un problème, on va dire, administratif qui ne me permet pas de jouer la Ligue des Champions parce que j'étais déjà inscrit sur la liste de la Coupe d'Europe avec Ravenne. Et je ne D'accord. pouvais pas être inscrit sur la liste, on va dire, avec Ravenne et avec Kazan, alors que c'était deux Coupes d'Europe complètement différentes. C'était la Ligue des Champions avec Kazan et la Challenge Cup avec Ravenne. Mais sur le point de vue juridique, on va dire, je n'avais pas le droit d'être inscrit sur les deux listes. Donc après des négociations avec la Confédération européenne, etc., de volley qui n'ont pas été fructueuses, on va dire, Kazan, eux, avaient besoin d'un passeur pour jouer avec des champions. Donc ils ont décidé de m'écarter, on va dire, du club, clairement. Et du coup, je me suis retrouvé en décembre, un mois et demi, 2 mois après, quoi, sans club, quoi. Donc je suis rentré à Sète, je m'entraînais avec Sète, qui m'avait gentiment, on va dire, donné l'opportunité de m'entraîner pour rester en forme. Donc je suis resté 3 semaines à peu près sans club, sans savoir ce que j'allais faire. Et Friedrichshafen, qui est, on va dire, la meilleure équipe allemande avec Berlin, est venu me contacter pour finir la saison là-bas. Donc j'ai fini la saison là-bas. Donc voilà un petit peu D'accord. l'année un petit peu compliquée, bizarre, mais à la fin, j'ai fini avec une Coupe de Russie, on va dire, parce que j'ai quand même eu le temps de jouer la Coupe de Russie et aussi et le championnat d'Allemagne. On a gagné le championnat d'Allemagne. Donc j'ai quand même fini l'année avec 2 titres. Donc ça a été bizarre, mais positif à la fin. Et tes premiers titres en club, en plus. Exactement, exactement. Alors, on va quand même parler de l'année 2015, parce que je suppose que c'est peut-être une des plus belles années pour toi et pour l'équipe de France, puisque là, vous gagnez la Ligue mondiale au Brésil contre la Bulgarie en finale 3-7-0. Et La aussi, Serbie. contre la Serbie, pardon. Et vous gagnez aussi les championnats d'Europe en Bulgarie et en Italie, parce que à chaque fois, c'est deux nations qui accueillent, hein, c'est ça, les championnats d'Europe. C'est ça, c'est ça. Et donc là, vous gagnez aussi 3-7-0 en finale. Euh, est-ce que c'est la plus belle année pour toi en termes d'émotion, en termes de souvenirs, 2015? L'année Oui, oui, forcément. ouais, de Forc- la révélation, de la Forcément, confirmation. quand on gagne 2 titres en un été, les premiers titres en plus pour le volleyball français, ça a été le top. En plus, on arrive de nulle part un petit peu sur la Ligue mondiale. On vient du groupe 2, on se qualifie au dernier moment pour la Final Six. On va le Brésil chez eux, le premier match directement, personne n'y croit. Oui, oui, à l'Euro, on joue la demi-finale contre la Bulgarie chez eux, dans une salle où il y a 15 000 personnes. On est mené 2-0 et on arrive à renverser la demi-finale. On gagne 3-2 et on gagne la finale. Donc, la naissance de ma fille aussi, l'été 2015. Donc, oui, je ne peux pas rêver mieux sur un été, etc. Ça a été le top, hein. Ça a été le top. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais ces magnifiques résultats, est-ce que c'est aussi dû au fait que votre équipe, on a l'impression en tout cas, et je pense que c'est la vérité, que c'est vraiment une bande de potes en fait. Une bande de potes qui se prennent pas la tête, mais qui, quand ils sont sur le terrain, c'est des tueurs, quoi. Oui, oui, forcément, parce que c'est en fait cette génération on va dire, qui a gagné en 2015, c'est pas mal, on va dire, à 70% la génération de 89-90 qui a gagné l'Euro cadet, l'Euro junior, et du coup, on se connaissait parfaitement. Il manquait un petit peu cette expérience de jouer sur la scène internationale senior. Et du coup, on est tous.
je suis arrivé en 2010, d'autres sont arrivés en 2012 en équipe de France A. Et voilà, ça a amené un petit peu cette expérience pendant 3-5 ans. Et voilà, après, en 2015, c'est les premiers résultats, quoi. C'est les premières confirmations du fait que c'est possible de le faire, même si la concurrence, on va dire, dans le volet mondial Oui, est difficile à comparer avec d'autres sports. Je veux dire, oui, je pense que c'est vraiment le sport au, où c'est plus serré. au basket, avant le championnat d'Europe, avant le championnat du monde, tu peux quasiment dire les 4-5 premières équipes qui vont finir voilà, peut-être en demi-finale. Au volley, c'est impossible. Au volley, c'est impossible parce que tu as 12-14 nations qui peuvent aller chercher une demi-finale. Votre histoire à l'équipe de France, là, notamment en 2015, moi, elle m'a fait un peu penser au. J'ai fait un petit parallèle avec l'équipe de France de hand à l'époque, en 92, par exemple, à Barcelone, les bronzés, où personne ne les attendait. Et les mecs, ils vont prendre une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et pareil, c'était des mecs C'était une bande de potes, en fait, qui se prenaient pas au sérieux en dehors, mais sur le terrain, par contre, qui étaient là, quoi. Et j'ai l'impression que votre équipe, la team Yavgou, comme vous l'appelez, c'est un peu ça aussi, quoi. Oui, 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 je pense que c'est vrai que on avait dans un coin de notre tête, on peut pas dire que on est là et on passe juste le temps d'être en équipe de France, aller boire des bières après le Ah match. oui, Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. On avait l'envie de gagner, etc. Mais bien sûr que peut-être que les autres pensaient pas qu'on était capable. Et je pense que cette insouciance, ça nous a donné un petit peu ce supplément et de se dire on est capable de le faire, quoi. Et c'est quelques victoires clés qui ont montré qu'on était capable de le faire. En 2013, on a commencé à gagner contre le Brésil, contre la Pologne en Pologne. Donc on s'est dit, on peut battre les grosses équipes, etc. Et c'est vrai que ça nous a donné de la confiance et on s'est dit, les gars, ça sera dur, mais on peut gagner quelque chose. Alors, en 2015, tu signes en Pologne, au Zaksa Kizierzyn-Kozle. Donc, est-ce que là, Donc, tu es encore actuellement dans ce club-là, et c'est vraiment le Oui. club qui t'a fait remporter énormément de titres. Donc, tu es champion de Pologne en 2016, 2017 et 2019, vice-champion en 2018. Tu gagnes la Coupe de Pologne en 2017, 2018 et tu es finaliste en 2016. Et la Super Coupe de Pologne en 2019, 2020, assez récemment, et finaliste en 2017. Comment tu as vécu, enfin, comment tu vis cette expérience en Pologne, dans un grand club comme Bah, celui-ci? c'est clair que la Pologne par les résultats de l'équipe nationale, ils sont double champions du monde en titre, que ce soit 2014 et 2018. C'est un pays qui a pris une dimension exceptionnelle par rapport à tout l'aspect médiatique et aussi l'aspect professionnel des clubs et des structures, en fait. Donc j'avais envie de vivre ça, j'avais envie de vivre ça. J'ai vu l'organisation des championnats du monde en Pologne en 2014 et c'était fou. C'était fou. On jouait à Cracovie dans une salle de 15 000 places et on jouait contre les États-Unis, contre l'Iran, rien à voir avec la Pologne. Et là, il y avait 10 000 personnes dans la salle, donc c'est fou. Voilà, donc quand j'ai eu l'opportunité de venir jouer en Pologne, ça a été rapide le choix. Et c'est vrai que, euh, que cette médiatisation, cette structure des clubs fait que je me sens bien ici. Et en plus, il y a eu une équipe qui a été construite pour repartir sur un nouveau projet, pour essayer de gagner des titres. On l'a fait la première année, qui n'était pas forcément prévu tout de suite, mais c'est vrai que ça a donné au club vraiment cette envie de continuer de gagner et ça marche depuis, quoi. Et ça marche bien aussi cette année, puisque en championnat, vous êtes à 15 victoires sur 15, Oui, oui, on est à 20 victoires, on va dire, dans avec la Ligue toutes des les Champions. compétitions. Toutes les compétitions, 15 en championnat, 3 en Ligue des Champions et 2 en Super Coupe, du coup. Donc pour l'instant, c'est, on va dire, le début de saison rêvé. Mais bon, c'est comme dans toutes les compétitions, il y aura les Final Four de la Coupe voilà, qui va être important. Quart de finale d'abord et aussi les playoffs. Donc voilà, c'est bien de faire une bonne saison régulière, mais il faudra faire des bons playoffs, on va dire, à la fin.
Durant tes années en Pologne, hein, évidemment, l'équipe de France est toujours là et il y a pas mal de compètes qui ont lieu. En 2016, vous faites troisième en Ligue mondiale en Pologne. Et alors là, c'est peut-être pour le coup le plus mauvais souvenir de ta carrière. Tu vas nous le dire après, mais aux Jeux Olympiques de Rio, vous avez quand même des grosses ambitions, puisque vous venez d'avoir 2 titres l'année d'avant. Et vous êtes éliminé dès les phases de poule contre le Brésil, il me semble, Ouais. qui finissent champion olympique après. Et ouais, c'est une terrible désillusion. Du coup, comment tu as vécu cette Olympiade? Oui, oui, ça a été dur à digérer, même si c'est encore dans les têtes, etc. Donc, bien sûr que pour tout le monde, c'était les premiers JO. Donc, c'est vrai qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de rythme de compétition parce qu'on joue tous les 2 jours. C'est le bordel au JO. Enfin, on ne peut pas s'entraîner. On a beaucoup de voyages, beaucoup de transports. Enfin, c'est une compétition complètement à part comparée à un euro, je sais pas, du monde où on est dans notre hôtel, on a notre salle vidéo. Au JO, je peux le dire, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'il y a tellement de personnes, tellement de sportifs, c'est dur quoi. Et c'est vrai qu'on est tombé dans une poule enfin, abusée. On avait dans la poule quand même le champion olympique, vice-champion olympique et le troisième dans notre poule. Et on a gagné les 2 matchs qu'il fallait gagner, entre guillemets. On a gagné contre le Mexique et contre le Canada pour être au moins dans les 4 premiers. Mais en fait, le Canada a battu les États-Unis. Et c'était un résultat qui n'était pas forcément prévu et qui nous a empêché, on va dire, d'aller en quart de finale. On devait gagner le dernier match de la poule contre le Brésil pour passer en quart de finale. Et voilà, avec l'aide du public, etc., on a perdu contre le Brésil 3-1, ce dernier match de poule qui a scellé notre sort. Mais ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Après, bon, ça, une Olympiade compliquée, mais l'année suivante, vous rebondissez de la plus belle des manières, puisque vous gagnez la Ligue mondiale enfin, au Brésil et face au Brésil en finale, dans un match complètement fou, puisque vous Ouais. gagnez le match au tie-break 15-13. Est-ce que à ce moment-là, quand on gagne ce match, on se dit, bah voilà, c'est la revanche, quoi. Là, c'est nous qui les avons battus. Oui, enfin, c'est toujours chaque match, chaque compétition est différente, etc. Si si tu me demandes d'échanger, j'aurais préféré gagner Ouais. l'année d'avant, l'année d'avant au jeu et avoir ma médaille au jeu, hein. Mais bien sûr que c'est un titre et ça restera un titre. Ça a été un moment exceptionnel que j'oublierai pas parce que gagner au Brésil contre le Brésil en finale de Ligue mondiale, c'est rare. C'est très très rare de le faire. On jouait dans un stade de foot, il y avait 25 000 personnes. Donc c'était top, c'était top. Donc bien sûr que ça a été un moment exceptionnel pour l'équipe, pour nous. En plus, il y avait des nouveaux joueurs dans l'équipe. Donc pour beaucoup, c'était leur première Ligue mondiale. Donc aussi un souvenir exceptionnel. Mais ça n'enlèvera pas la désillusion de Rio 2016. Et alors, l'année suivante, 2018, là, la Ligue mondiale, enfin, déjà, vous faites septième au championnat du monde en Hongrie. Et ensuite, la Ligue mondiale est en France. Donc là, vous faites une super compétition. Vous arrivez en finale et vous perdez 3-0 face à la Russie. Ça a dû être dur à encaisser aussi parce que vous faites un peu une compétition parfaite jusqu'en finale et vous décrochez pas cette Ligue mondiale. Oui, alors ça a été, on a très très bien joué cette Ligue mondiale. Vraiment, cette Ligue mondiale, enfin cette VNL, ça s'appelait VNL maintenant. Et du coup, on a très très bien joué. Ça a été exceptionnel de jouer à Lille, dans le stade de foot. Euh, mais il faut dire ce qui est. À ce moment-là, on est tombé sur une équipe de Russie qui était plus forte que nous. Enfin, autant je pense que par exemple au JO en 2016, on n'a pas joué à notre meilleur niveau. Et c'est pour ça qu'on n'est pas allé en quart de finale. Autant à cette VNL à Lille, on a joué très très bien toute la compétition et on est tombé sur une Russie qui était injouable. Injouable et c'était compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est dur. Tu perds une finale à domicile, mais des fois, il faut accepter aussi le fait que l'équipe adverse, elle joue mieux que toi à ce moment-là, elle était en forme. Et voilà, on peut dire pour beaucoup, là, on a toutes les médailles de la VNL. On a le bronze une fois, l'argent une fois et l'or 2 fois. Donc
Donc ça reste une médaille, c'est pas négligé à la fin d'une carrière, toutes les médailles sont importantes. Donc voilà, je retiens ça de cette VNL à Lille. D'accord. On va parler du coup des deux dernières saisons, là, 2019 et 2020. 2019, c'est dur aussi, puisque vous faites quatrième aux championnats d'Europe qui sont organisés donc en France, Belgique, Pays-Bas et Slovénie. Donc quatre pays différents qui accueillent les matchs. Et là, vous perdez au tie-break en demi-finale face à la Serbie. Et toi, par contre, à titre individuel, tu fais une très bonne compétition. Tu as été élu meilleur passeur de la compète. Mais je suppose que c'est pas ce que tu retiens de cette compétition. C'est sûrement la plus grosse. Ouais, des illusions, on va dire, mais ça a été dur. Ça a été dur, hein. Je mets ça au même niveau que les Jeux de 2016 parce que de jouer un Euro à la maison, tu as l'opportunité une fois dans une carrière, ou peut-être deux fois si tu as un peu de chance, mais je veux dire, ça arrive tellement rarement qu'on avait envie de ramener une médaille. Ça a duré 3 semaines, je crois, pendant 2 semaines, enfin 2 semaines et demie, on a été mais au top, quoi. On a joué parfaitement, tout allait bien, tout était nickel. Et contre la Serbie, on joue très très bien, 75%, 80% du match. Et on a eu 5 minutes où on n'était pas là, quoi. 5 minutes, on n'était pas là en début de tie-break. Et ça nous coûte la demi-finale, quoi, clairement. Contre une équipe de Serbie qui a très très bien joué, qui a gagné l'Euro. Et je pense qu'après cette demi-finale où on perd 3-2 contre la Serbie, on a eu du mal à se relever contre une équipe de Pologne qui est l'équipe favorite pour tout gagner en ce moment. Et du coup, on n'a pas réussi à ramener cette médaille. Donc ça a été très très dur à encaisser parce qu'on était à la maison et parce qu'on savait qu'en gagnant cette demi-finale contre la Serbie, on rejouerait une finale contre la Slovénie comme en 2015 à la maison et on se disait que c'était possible de le refaire, quoi. Donc ça a été dur, oui. Alors, Benjamin, toi t'es capitaine de cette équipe de France depuis maintenant 7 ans. Tu totalises plus de 300 sélections. Enfin, je suppose que c'est toi qui as le rôle, avec évidemment d'autres coéquipiers, mais c'est toi qui portes le rôle de parler à tes hommes, de les motiver. T'as toujours eu cette, cette âme de leader, je dirais, depuis tes années de jeune, où ça s'est fait petit à petit. Non, je pense que je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu plus ou moins différemment. En jeune, etc., c'est plus compliqué. Mais, euh, mais en fait, j'aime bien partager et je m'intéresse tellement au volley que j'essaye de ressentir un petit peu tout ce que les gens pensent, les coéquipiers autour de moi, les sensations, les impressions. Et du coup, essayer de transmettre un petit peu tout ça et le retranscrire sur le terrain pour donner un peu de positivité dans l'équipe, de confiance dans les joueurs. Et aussi après, vis-à-vis du staff, justement, avoir cette connexion entre les joueurs et le staff, je pense que c'est important, quoi. Donc voilà un petit peu comment je vois le truc. Et voilà, essayer d'avoir toujours aussi cette énergie positive. Je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, sur le terrain aussi. Donc essayer d'apporter cette positivité, ce calme, voilà, cette sérénité. Et c'est important, je pense. Le dernier tournoi de l'équipe de France, c'était en janvier 2020 avec le tournoi de qualification olympique. Donc là, pareil, on va pas se mentir, c'est un bordel pas possible pour se qualifier au JO. C'est super dur. Vous avez réussi puisque vous gagnez contre l'Allemagne 3-0 en finale du TQO, mais ça a été Ouais, très 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 compliqué. Est-ce que ça a été ça un a été. Ouais. soulagement de gagner ce match et de se dire putain, on y est quoi? C'est les, c'est les pires compètes à jouer, les qualifs pour les JO. Enfin, je pense que tu peux demander à tous les volleyeurs, etc. C'est les pires compètes à jouer parce qu'il faut savoir qu'en volley, il y a 12 équipes qui sont qualifiées pour les JO et avec une limite d'Européens. On va dire 75% des meilleures équipes sont en Europe.
Donc forcément, ça limite les places et ce tournoi, il est horrible. On l'avait déjà joué en 2016 à Berlin aussi et c'est horrible parce que là, en plus, il y avait 8 équipes et une place, quoi. Un qualifié. Donc tu rates un match en demi ou en finale, bah, tu vas pas au jeu, quoi. Donc ça a été très très dur dans la tête. Mentalement, c'est en plus au milieu de la saison. On est tous dans les championnats étrangers, etc. On se retrouve, on fait une semaine de prépa et on va à un tournoi comme ça aussi important. C'est horrible à gérer émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est très très dur. Et on a eu besoin de tout le monde pour se qualifier parce qu'on est arrivé avec une équipe vachement diminuée, avec des blessures, des absents, enfin plein de problèmes, on va dire. Tous les problèmes du monde, on les a eus sur cette compétition. Et voilà, chacun a donné un petit peu plus à chaque match, que ce soit pour un set, un point, un match. Enfin, tout le monde a été au top et c'est sûrement voilà, une des plus belles victoires de l'équipe de France, c'est cette victoire en qualification parce qu'on est arrivé de nulle part, quoi. On est arrivé de nulle part, on était, je pense, pas du tout favori parce que vu tous les problèmes qu'on a eus avant la compétition, eh ben, personne ne nous attendait à ce niveau-là, quoi. Donc les JO évidemment ont été reportés avec le Covid, donc ça sera en 2021. Vous allez avoir une poule très difficile avec donc l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, la Russie, la Tunisie. Ça va être dur, mais je me dis si vous arrivez à aller au bout, c'est d'autant plus beau parce que c'est vrai que là quand tu me racontes rien que pour se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est déjà tout un périple. Alors pour du point de départ jusqu'au titre, c'est vraiment un truc de malade d'arriver au bout, quoi. Ouais, c'est fou. Il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de joueurs, etc., qui ont vécu beaucoup de JO, etc., qui disent que pour les Européens, c'est plus difficile de se qualifier que d'aller dans le dernier carré des JO, Oui. parfois. Maintenant, il faut savoir que là, comme en 2016, on a une poule horrible. Horrible parce qu'il va falloir il va falloir battre des grosses équipes pour aller au moins en quart de finale. En sachant que dans l'autre poule, il y a la Pologne qui va sûrement peut-être finir premier de poule. Donc, si tu finis quatrième de ta poule, tu peux les avoir en quart de finale. Donc voilà, ça va être. Il faudra gagner, à mon avis, une voire deux grosses équipes pour se placer le mieux possible à la fin de la poule. Donc il y aura du coup ces JO en 2021 où je suppose que vous visez quelque chose de gros. On va pas trop s'avancer, mais j'espère que vous allez réussir à aller au bout. Et il y a aussi les JO de Paris en France en 2024. Toi, tu auras 35 ans. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? Ce serait mentir de dire non, parce que forcément, eh ben, ça va tellement vite. C'est loin, mais c'est proche aussi. Donc bien sûr, je pense à Tokyo, là. Mais bien sûr, dans un coin de ma tête, je me dis, dans 3 ans maintenant, il y a les Jeux à Paris, quoi. Pour avoir vécu l'Euro à la maison et voir l'engouement qu'il peut y avoir pour un sport quand on joue dans son pays, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, à tous les sportifs. L'engouement, il est fou. Donc je peux même pas imaginer l'engouement qu'il peut y avoir pour des Jeux Olympiques en France, quoi. Donc bien sûr que c'est dans un coin de ma tête. Après, c'est loin encore, mais bien sûr que j'y pense. Alors toi, Benjamin, donc comme je l'ai dit, tu es capitaine emblématique de l'équipe de France. Tu as vécu énormément de beaux moments dans le volley, mais tu es aussi papa. Il y a aussi Benjamin, l'homme. Tu as 2 enfants. Est-ce que ça fait partie aussi, ça, de tes plus beaux souvenirs de tes... Oui, 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 ça a été, comme j'ai dit, l'été 2015 a été rempli d'émotions par les 2 victoires avec l'équipe de France et aussi la naissance de Lilou. Du coup, ma plus grande fille. Et voilà, et la naissance de Mia aussi, pareil, où par contre, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas pu assister à sa naissance parce que j'étais en pleine période de play-off en Pologne. Voilà, la nuit où elle est née, ben moi, le jour, je jouais en demi-finale de la Pologne et du coup, ma femme était en France.
Et moi, j'étais resté en Pologne, quoi, du coup, donc je l'ai vu que 2 semaines après, quoi. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais bien sûr que c'est des moments exceptionnels de vivre ça. Parce que c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis. On a tendance souvent à dire que oui, les sportifs de haut niveau, ils vivent de leur passion, tout ça, c'est vrai. Mais c'est aussi dur, notamment avec la famille, parce que je suppose que toi, tu joues en Pologne, tu habites à Sète, tu vois pas forcément très très souvent ta femme et tes enfants. Ils C'est sont comment avec tu moi, vis? ils sont avec moi en Pologne. D'accord, ils sont avec toi en Pologne. Ah Oui, bah, oui. Non, non, ils ah sont ouais, avec moi en Pologne. On a décidé, dès que je suis allé jouer à l'étranger, ma femme on n'avait pas encore d'enfants, mais on a décidé de partir ensemble. Et du coup, bah, on est ensemble en Pologne. Ma plus grande des filles, là, qui a un peu plus de 5 ans, eh ben, elle va à l'école en Pologne. Elle parle polonais. La plus d'accord. petite, elle va à la crèche en Pologne. Donc, vraiment, on est ensemble pendant 7 mois en Pologne et après, on rentre ensemble en France. D'accord, alors je vais retourner la question. Est-ce que c'est difficile, est-ce que ça a été difficile pour ta femme et tes deux enfants de te suivre en Pologne? Parce que c'est quand même un pays assez loin, c'est notre culture. Oui, oui. Alors, pour ma femme, elle a toujours été assez facile dans l'adaptation. Elle est venue avec moi en Italie, en Russie, en Allemagne, maintenant en Pologne. Donc, elle a toujours su s'adapter assez facilement. Pour ma fille, pour Lilou aussi, elle est arrivée en Pologne, elle avait 2 mois. Donc, pour elle, la Pologne, ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de sa jeunesse, de sa culture. Pour moi, c'est super important pour les enfants de voir un petit peu autre chose, de voir une culture différente, une langue différente. Euh, on n'a jamais gardé nos enfants à la maison, etc., même si on est étranger. Donc, dès le plus jeune âge, eh ben, elles allaient à la crèche en Pologne pour justement jouer avec des enfants, se familiariser avec la langue, tout ça, quoi. Donc non, on vit comme ça et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Sinon, je serais pas resté aussi longtemps. Si je reste depuis maintenant, ça fait ma 6e saison, c'est qu'on se sent bien ici et aussi les gens sont super gentils ici, quoi. Ils mettent tout en place pour que le volleyeur soit bien, pour que l'homme soit bien, que la famille soit bien, on est bien logé, donc tout va très bien. Ok. Alors avant de terminer cette interview, Benjamin, on va passer aux questions insolites. Ok. Donc, alors, c'est parti, Benjamin. Alors, une musique ou un groupe de musique? Coldplay. Coldplay. Ouais, je suis allé voir en concert à Paris quelques années là et c'est fou, c'est fou. Alors, un film ou une série? Ouais, c'est assez récent, mais bon, on suit ça avec ma femme, on attend la saison 5, Casa et Papel. Ah, ouais, classique. Classique, classique. Alors, une destination de vacances? Les Seychelles avec ma femme pour notre voyage de noces. Ah, C'était top. super. C'était top. Alors, un plat préféré? On va penser à ma maman, hein, les lasagnes de ma maman. C'est quand même très bien. Ou la choucroute de ma maman aussi, très très bien. Ah bah oui. Très très bien. Alors, est-ce que, Benjamin, t'as quelqu'un qui t'a inspiré ou qui t'inspire toujours, ou alors un modèle, que ce soit dans le sport ou pas, d'ailleurs? Je l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup. C'est pas du tout volleyeur, mais j'aime bien Roger Federer parce qu'en fait, j'adore les sportifs qui gagnent et qui continuent de gagner en fait et qui ont une carrière. J'adore ça en fait. J'adore voir et je me demande, je sais comment ils font, mais parce qu'ils continuent de travailler, mais pour moi c'est impressionnant en fait les sportifs qui des fois, tu te dis, le mec, il a gagné Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, je sais pas combien de fois. Comment il peut avoir de nouveau la motivation pour gagner? Et ça, en fait, ça m'inspire. En fait, je me dis, le mec, il est fort, quoi, mentalement, dans le travail, dans la persévérance, dans tout ça. Et j'aime beaucoup ça. Après, en termes de volet, oui, il y a des passeurs, par exemple, qui m'ont inspiré beaucoup, comme Ricardo, le passeur brésilien, Lloyd Ball, le passeur américain. Euh, Mon entraîneur actuel, qui est Nikola Gribic, qui est un passeur serbe qui a aussi été un très très grand passeur. Donc
tous ces passeurs ont fait que oui, ça a été une source d'inspiration. Mais j'adore, comme je t'ai dit, les sportifs qui gagnent sur la durée. Ça me fait halluciner. Ok. Alors, pour terminer, tu vas essayer de te décrire en 2 mots. Coéquipier, Mhm. coéquipier et joie de vivre, joie de vivre. Ok. Bah écoute, Benjamin, merci beaucoup et je te souhaite de continuer à t'épanouir sur les terrains et en dehors des terrains, en Pologne avec ta femme, tes 2 enfants, en équipe de France, en espérant que l'Olympiade 2021 soit superbe pour votre équipe. Et merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Pas de problème.